bonjour. Bonjour. Je suis en présence de Monsieur Olivier Harifon. Vous êtes docteur et chercheur en sciences de l'informatisation et de la communication à l'Université libre de Bruxelles. Vous enseignez depuis 1987 l'intelligence économique, la diplomatie et le lobbying. Vous êtes aussi consultant et formateur pour Protocole International. Cela m'amène donc à ma première question. Est-ce que vous pouvez présenter brièvement Protocole International aux personnes qui nous écoutent et parler de votre travail dans cet institut? Oui, tout à fait. Merci de cette introduction. Protocole International, c'est une petite société de consultants fondée par un Néerlandais qui est l'ancien responsable du protocole du Royaume des Pays-Bas. Et donc ensemble, nous sommes trois et nous travaillons pour proposer des conseils et des formations, soit en matière de communication, soit en matière de protocole lui-même, soit en matière de management de l'information. Donc trois compétences, trois personnes. Et les activités peuvent être en direction des ONG, beaucoup en direction des institutions. Par exemple, une structure africaine qui va pouvoir améliorer la compétence de ses membres, ou une autre structure qui veut mieux comprendre comment gérer les actions de protocole. Voilà. Ça m'amène à être installé à Bruxelles. Enfin, moi je suis installé à Bruxelles, lui est installé, eux ils sont installés à La Haye. Et à Bruxelles, moi j'ai une activité beaucoup plus précise en matière de conseil aux structures, aux organisations qui veulent développer, qui s'intéressent à l'efficacité de leur lobbying. On pourrait parler de l'efficacité de leur communication, je préfère parler de l'efficacité de leur lobbying, puisque comme je l'ai présenté dans la communication tout à l'heure, dans la conférence tout à l'heure, le lobbying c'est une activité présente et quasi naturelle à Bruxelles. D'accord. Du coup, vous venez de finir votre conférence. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y assister, elle avait comme sujet l'influence des villes de nos jours. Pouvez-vous d'abord nous expliquer comment se forme cette influence dans un monde mondialisé où les États semblent perdre de plus en plus de pouvoir face aux grandes institutions, aux grandes entreprises? Alors je commencerai par une rectification, si vous voulez. Je ne pense pas que les États perdent un peu de pouvoir sous certaines pressions, mais je suis plutôt partisan que les États augmentent leur pouvoir pour justement être capables de réguler ce monde. Mais ceci est une précision introductive. J'ai présenté dans ma conférence les villes acteurs d'influence. D'abord, dans un premier temps, j'ai montré que les villes, sous la pression de la compétition, des classements qui existent, devaient développer une politique de marque, une politique de marque et de marketing afin de montrer leurs avantages compétitifs et de réinventer, reformater, redéfinir leur identité. Et dans la deuxième partie, qui est un travail de terrain à Bruxelles, je montre que les villes cherchent justement dans les espaces qui existent entre les États, les régions, les villes et tous les autres acteurs, cherchent à gagner de l'espace, gagner de la reconnaissance dans un but très clair, attirer des financements, attirer de l'argent pour attirer des emplois, parce que les gens vivent dans des villes. C'est tout simple. Et je montre qu'à Bruxelles, eh bien, une quarantaine de villes sont installées, ont un bureau de 1 à 4 personnes, 1 à 5 personnes, et vont essayer soit de montrer qu'elles existent, soit dans le cas de la ville de Strasbourg, que j'aime beaucoup et qui est un modèle et qui peut inspirer Grenoble, donc revenons à Strasbourg, Strasbourg va être proactif et va donc essayer de dire, eh bien, nous avons telle compétence, regardez, institution européenne, comment ça pourrait opportunément s'installer dans tel programme financier, dans tel programme de recherche, dans tel programme de développement. Et j'ai conclu en disant que la phase de city branding, de marque, d'identité est une phase qui est déjà structurée et qui cherche à évoluer. Et la phase de lobbying, d'acteur à part entière, est une phase émergente entre ces espaces que je décris tout à l'heure. Moi j'ai une vision très claire de ces espaces, mais ni à la radio ni à l'image ça passe.
mais ces espaces sont des lieux où les villes cherchent à s'affirmer. D'accord. Et vous avez beaucoup étudié la communication, le lobbying et la société dans une perspective comparée entre la Chine, l'Inde et l'Europe. Oui. Pouvez-vous me parler plus précisément du coup de la politique d'influence de la Chine? Oui, alors j'ai des travaux de recherche depuis 10 ans sur la Chine et depuis 5 ans sur l'Inde. L'Inde, c'est beaucoup plus compliqué pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer. La politique chinoise est intéressante parce que la Chine a une vision très claire jusqu'à 2030. La Chine a un gouvernement qui ne compte pas changer et donc qui compte appliquer méthodiquement cette politique d'influence. Et ensuite, tous les acteurs sont subordonnés au pouvoir, le parti État. Donc les acteurs font ce que le gouvernement et le parti État leur imposent. Et derrière tout ça, il y a un mécanisme extrêmement coordonné où médias, hommes politiques, ambassades, entreprises vont développer un même discours, qui est un discours que certaines personnes disent contre-hégémonique, puisque si vous allez en Chine, et j'ai eu la chance d'y aller 10 fois, et c'est toujours un plaisir, leur seule obsession c'est les États-Unis. Donc l'Europe n'existe pas. L'Afrique c'est bon pour s'occuper des matières premières, mais il faut contrer le monstre et la structure de taille identique. Et donc tout leur discours est construit autour de ça. Et donc toute l'influence va être de dire le monde est dominé par une vision occidentale, elle-même imposée par les anglo-saxons vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, blablabla. Et alors, il s'agit de proposer une alternative. D'accord. Et du coup, quelles sont les approches contemporaines des diplomaties d'influence, que ce soit des États ou des villes? Alors justement, c'est ça qui est au cœur du système. Je vous disais avant de préparer cet entretien que la communication est visible, elle est intégrée par tous les acteurs, même l'école de Grenoble qui fait une chaîne YouTube, n'est-ce pas? L'école de management de Grenoble qui fait une chaîne YouTube, donc c'est intégré par les États. Et maintenant la couche, la dimension la moins visible, c'est bien celle d'influence et de lobbying. Influence que je décris comme étant orientée vers le grand public, et lobbying comme étant orienté vers les acteurs politiques, et par définition, c'est moins visible. Et donc, ville, territoire, région, État, médias, intriqués ou pas, autonomes ou pas vis-à-vis du pouvoir, en démocratie autonome, en non-démocratie non autonome, eh bien travaillent à diffuser des pensées. Et l'actualité était tout simple. Il est possible maintenant de diffuser des fausses informations basées sur aucun fait et de gagner des élections. Et là, on est bien dans une logique d'influence. Parce que je fais du bruit, enfin un acteur, et je n'ai pas envie de le nommer, fait du bruit, et les gens le croient, et il n'y a pas de remise en cause. C'est donc bien qu'une logique d'influence s'est imposée. Et ça, c'est encore visible parce que ça reste de la communication. Je ne détaille pas parce que là, il faut être sur le terrain et on n'a pas le temps, c'est une émission d'1 heure. Il faut être sur le terrain pour savoir quels sont les actes de contact et de diffusion d'informations qui vont être dans une première couche en direction de certaines cibles, puis après en direction de certains États et enfin en direction des opinions publiques. D'accord. Je vous remercie d'avoir participé à cette interview. C'était très enrichissant. Merci. Je vous remercie. Bonne continuation à l'école de management de Grenoble et à ses étudiants.